Écoutez, bonjour à tous. D'abord, je vais vous proposer de me présenter. Donc, Florent Le Gaonnac, et donc, je suis directeur associé chez Sensei. Et vous avez certainement dû entendre parler entendre parler de nous, puisque déjà depuis quelques temps, on a mis en place notamment les formations développement personnel. Voilà, j'exerce les fonctions de directeur associé et aussi bien évidemment de formateur au sein de Sensei. Et en parallèle, je suis doctorant en psychologie cognitive. Je fais une thèse sur la relation qui existe entre la cognition, donc entre le cerveau et le corps, et plus particulièrement la manière dont les mouvements de boxe peuvent agir sur la cognition et peuvent agir sur le cerveau, ils peuvent avoir une vertu thérapeutique. Et en parallèle donc, de mon travail donc, de directeur associé et de chercheur, j'exerce en tant que praticien spécialisé en thérapie cognitive et comportementale sur Paris, dans un cabinet récemment ouvert qui s'appelle le cabinet ISA. Voilà. Et la particularité de mon parcours, c'est vrai, maintenant j'en parle de moins en moins, mais c'est important quand même de le souligner. Donc j'ai été boxeur, j'ai boxé à haut niveau pendant de nombreuses années, en savate boxe française, en kickboxing, en full contact. Et voilà, donc j'ai étudié la psychologie, puis je boxais, puis après j'ai commencé à travailler, puis j'ai continué à boxer. Voilà, et j'ai eu quelques titres nationaux dans ces différentes disciplines. Voilà pour ma présentation rapide. Et donc aujourd'hui, pour cette journée dédiée au bien-être, je vais vous proposer une conférence donc, sur la question de la résilience. Donc cette conférence durera environ 45 minutes et bien évidemment des questions seront posées. Et l'idée en fait c'est que ce soit plus sous une forme d'une conversation qu'un monologue. Donc vous verrez des différentes questions seront posées pendant mon intervention. Si on parle de résilience, naturellement on parle de crise. Donc dans un premier temps je vous définirai un peu ce que c'est que la crise, d'où ça vient, vous donner quelques exemples de crises passées. Revenir sur cette question et cette définition de la résilience qui est souvent utilisée, mais c'est important de préciser un petit peu plus ce qu'il en est. Et puis, au-delà de la définition, comment on fait pour être résilient? Et pour ça, je vous propose d'introduire la question de la compétence émotionnelle qui peut être donc au service de la résilience. Voilà pour cette première partie, cette petite présentation. Et donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, sur cette définition de la crise. Donc, comme vous le voyez là sur ce premier slide, ça a été notamment utilisé dans le domaine médical et c'est un petit peu plus tard qu'on a pu voir son extension à d'autres domaines, notamment autour justement des crises qui soient financières, économiques, politiques ou même de crises psychologiques, hein, tout simplement. Et c'est cette question de la crise donc qui prend comme je vous le disais, son origine dans la traduction de la médecine, notamment par le biais d'Hippocrate et qui parlait des humeurs. Et en fait, il voyait la maladie, il définissait la maladie comme en fait une altération du bon équilibre du corps humain, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment important de comprendre que voilà, cette notion de crise vient vraiment effectivement du vocabulaire médical et qui correspond en fait au moment où la maladie atteint son paroxysme, atteint son maximum. Et c'est un petit peu plus tard que voilà, on a commencé à réutiliser ce terme dans d'autres champs. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'était quand même important de revenir sur son origine. Et je vais vous proposer maintenant d'aborder un petit peu au cours des siècles les différentes crises qu'on a pu être amené, que l'humanité a pu être amenée à traverser. Et tout d'abord, des crises économiques, avec en 29 une crise mondiale qui a été appelée la Grande Dépression et qui va durer jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. En 2007, vous vous souvenez tous certainement avec la crise des subprimes qui a commencé notamment avec les ménages américains qui étaient de classe moyenne ou à modeste revenu, qui ont commencé à rencontrer des difficultés dans le remboursement de leur crédit qui étaient dits évolutifs pour acheter leur logement. Et puis on a observé aussi bien évidemment des crises sociales, des crises sociétales, et notamment en 2007, cette crise économique a entraîné dans le monde entier, et on l'a quand même particulièrement observé en France, avec une hausse conséquente du chômage et de la pauvreté. Un petit peu avant, en 68, cette fièvre sociale qui a commencé notamment dans les universités et qui s'est ensuite propagée à l'ensemble de la société française, ou encore plus récemment en 2019 avec la crise des Gilets jaunes. Alors, je vous ai parlé là rapidement des crises économiques, des crises sociales, mais aussi bien évidemment les crises sanitaires, ça a toujours existé, avec la peste de Marseille de 1720 à 1722, le choléra, avec notamment sa première apparition en 1832, la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, ou encore le HIV avec le sida dans les années 80.
je souligne, et ça c'est vraiment important, j'insiste là-dessus, c'est que quand on parle de crise sanitaire, bien évidemment, hein, eh bien, il y a un lien avec toute crise économique, crise politique qui en découle, comme ce qu'on peut observer aujourd'hui, malheureusement, avec la crise du coronavirus. Et j'avais vraiment à cœur, pour introduire cette question de la résilience, d'aborder ces différentes crises passées, parce que ça permet de mettre en perspective celle que nous traversons actuellement, mais surtout ça permet de mettre en exergue la capacité de flexibilité et d'adaptabilité de l'être humain, et de ce fait de sa capacité de résilience. Donc toutes ces crises que nous avons traversées, au final, on a réussi, et donc ça démontre qu'effectivement l'être humain est résilient. Alors, ce terme de résilience, on l'emploie de plus en plus, voilà, et je voudrais revenir d'abord sur son origine et ensuite vous le définir. Le concept de résilience s'est apparu en fait dans les années 70 dans le monde anglo-saxon et ça a été développé en France, entre autres par des chercheurs que certains d'entre vous connaissent peut-être, Boris Cyrulnik, hein, qui est très médiatisé, mais aussi d'autres chercheurs comme Lecomte ou Vanni Standel, excusez-moi si je m'excuse auprès de lui si je prononce mal son nom de famille. Et j'insiste sur le fait que ce concept de résilience, c'est un concept qui est discuté dans la littérature scientifique et qui, malgré le fait qu'il soit discuté, reste quand même très développé et notamment très utilisé par les psychologues, par les praticiens dans le quotidien et dans leur travail de praticien. Et donc, pour définir la question de la résilience, je vais commencer avec ce que n'est pas la résilience. Vous avez tous certainement déjà dû entendre parler de no pain, no gain. D'accord, s'il n'y a pas de douleur, eh ben, il n'y a pas de gain, en fait. On emploie souvent ça si vous regardez un peu des vidéos de développement personnel ou des vidéos sur le sport, etc., notamment chez les sportifs de haut niveau qui utilisent cette expression. Moi, j'ai envie de dire no pain, happiness, tout simplement. Pourquoi? Parce que je trouve que cette expression, elle est un peu culpabilisante. Moi, je le vois dans le cadre de mon métier, notamment au cabinet. J'ai des patients qui viennent et qui me disent « Ouais, j'essaie de me faire violence, j'essaie de souffrir, mais j'y arrive pas, j'ai du mal, etc. » En fait, cette expression « no pain, no gain », elle aborde la question de la motivation. Mais les leviers motivation… Oui. Excuse-moi, pour ceux qui ne sont pas anglophones, est-ce que Oui. tu pourrais simplement traduire rapidement Oui, ces, bien sûr. ces expressions, No s'il pain, te plaît? c'est-à-dire no pain, pas de douleur, pas de gain. En gros, pas de douleur, pas de réussite, quoi. En gros, ce qu'ils veulent dire dans cette expression, c'est qu'il faut se faire mal, il faut se faire violence pour réussir, quoi. Parce Je sais pas si c'est très clair, là c'est plus clair, ouais. C'est parfait, merci. Super. Et Florent, on peut pas dire pas d'effort, pas de récompense, c'est parce que Ouais, tu peux faire des efforts sans forcément avoir des sacrifices ou des souffrances. Tu peux juste faire des efforts qui, effectivement, comme tu parlais, d'avoir la motivation. Et oui, c'est ça, exactement. En fait, moi, ce qui me dérange dans cette expression no pain, c'est la question de la douleur. Et en fait, au travers de cette expression no pain, no gain, ça pose la question, comme tu le soulignes, de la motivation. Et en fait, la motivation, c'est un construit, c'est quelque chose qui est étudié par des chercheurs en psychologie. Et c'est assez complexe, la motivation. Ça revêt plusieurs thèmes, plusieurs sujets. C'est quelque chose d'assez complexe. Et effectivement, je ne pense pas qu'on puisse réduire la question de la motivation et le fait de se faire violence juste simplement à la douleur, quoi. C'est quelque chose de plus complet, de plus complexe. Et donc vraiment, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de se faire souffrance pour réussir. Vous voyez, et notamment la joie, le plaisir, c'est un super levier, hein, notamment pour les processus d'apprentissage. Quand vous apprenez quelque chose que vous aimez, vous l'apprenez mieux, vous l'apprenez plus facilement. Alors que quand on va apprendre dans la difficulté ou quelque chose qui ne nous intéresse pas, ça va être plus difficile, quoi. Mais est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que quand on est dans une situation difficile, ça nous oblige à être un petit peu plus créatif, à aborder les choses sous un nouvel angle? Ouais, exactement, c'est ça. Mais pas simplement sous l'angle de la souffrance, je pense. Je Ok. pense qu'effectivement, dans des situations complexes, effectivement, la douleur et la gestion de la douleur, et de la difficulté, se faire violence, etc., ça fait partie, effectivement. Mais pour pouvoir réussir à se faire violence, et pour pouvoir justement être créatif ou autre, il faut faire appel à d'autres leviers, à d'autres émotions, notamment la joie, le plaisir, etc., qui va venir permettre peut-être de contrebalancer avec la douleur ou les moments plus difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc c'est important d'intégrer cette coexistence. C'est pas simplement
je ne vais pas vraiment à proprement parler trouver juste de la motivation dans la souffrance. C'est plus compliqué que ça. Même si effectivement, quand on souffre, des fois, un boxeur, moi je me souviens quand j'étais au SAC, j'avais voilà, ou même quand je me faisais violence à l'entraînement, mais j'avais un but, j'avais un objectif qui me permettait de dépasser la douleur. C'est pour ça vraiment que j'insiste sur le fait que la motivation, c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus complexe, qu'il y a plusieurs variables à étudier. Et voilà, c'était pour déconstruire un peu ça et déculpabiliser surtout ce sujet. Ok, merci. Mais de rien. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et donc si on en revient maintenant à cette définition donc, de la résilience, à l'origine la résilience en fait est un terme qui est issu de la physique et qui définit en fait la résistance des matériaux. Et donc dans le contexte de la physique et plus particulièrement de la métallurgie, la résilience c'est lié à la qualité des métaux, notamment l'élasticité et la fragilité. C'est un petit peu plus tard que ce terme a été utilisé dans les sciences humaines. Et selon notamment le chercheur Hanno, dont vous voyez ici la définition, il reprend cette analogie en disant que chaque individu, chaque personne, chacun d'entre nous, en fait, on aurait un niveau de résistance qui nous est propre face aux difficultés. Et c'est ce niveau de résistance qui pourrait correspondre en fait à la résilience. Et il y a Cyrulnik, donc Boris Cyrulnik, dont je parlais tout à l'heure, qui ajoute un point qui, à mon avis, est essentiel. Il ajoute que la résilience, c'est la capacité d'un individu à donner sens à l'épreuve qu'il traverse et à la rencontre fondatrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la rencontre fondatrice? C'est ni plus ni moins la rencontre avec l'autre, tout simplement. En d'autres termes, Boris Cyrulnik insiste vraiment sur la notion d'altérité. C'est-à-dire que je vais pouvoir être résilient. Bien évidemment, j'ai mes capacités intrinsèques, dont parlait Hanno juste avant, mais c'est aussi parce que je vais faire une rencontre. Et ça, c'est vraiment important. Si on doit le ramener, par exemple, au contexte de l'entreprise, aujourd'hui, voilà, Manutan collectivité, avec la crise sanitaire, vous devez vous adapter, et donc il va falloir être résilient. Mais le processus de résilience, c'est pas simplement moi dans mon coin, c'est moi avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Marie, je crois que tu as une question? Oui, la résilience n'est-ce pas tout simplement accepter les choses, en fait? Oui, effectivement. Pour mieux rebondir? Oui, exactement. Il y a un processus d'acceptation, tout à fait, effectivement. Il y a ce processus d'acceptation qui va ensuite me permettre de m'adapter. Et c'est parce que j'accepte que derrière, je peux y donner du sens. Effectivement. Mais ce processus d'acceptation, des fois, il peut être un peu difficile. Ça peut passer par une certaine douleur. Il va falloir mettre en place certaines compétences pour pouvoir donner du sens, et j'y reviendrai juste après. Mais effectivement, la notion d'acceptation est au cœur de la résilience, tout à fait. Mais si je comprends bien, Florence, là, tu es en train d'expliquer que cette résilience, en fait, on peut être résilient simplement si on est dans un collectif, si on fait une rencontre, mais pas seul, c'est ça? Ouais, souvent, en fait, on peut être résilient seul, mais on observe très souvent, notamment, là, vous verrez juste après, je vous présenterai très rapidement des travaux qui ont été faits sur des enfants qui ont évolué dans des environnements dysfonctionnels. Eh bien, on observe que la plupart du temps, il y a une rencontre. Je peux en parler maintenant d'ailleurs. Donc il y a une étude qui avait été faite sur des enfants qui venaient d'où exactement, que je vous dise pas de bêtises, que je retrouve bien. Oui, voilà, c'est ça. Sur des enfants donc qui évoluaient dans des environnements familiaux plutôt dysfonctionnels et qui venaient d'Hawaï. D'accord. Et on se rendait compte, voilà, ils ont pu subir des violences, des maltraitances ou autres. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'est-ce qui fait que certains enfants s'en sortaient et d'autres pas. Eh bien, il y avait bien évidemment les qualités intrinsèques à l'enfant, ça c'est bien évidemment, mais c'était aussi les aspects inhérents à la famille. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, un grand-père, une grand-mère, un oncle ou autre qui était présent et qui pouvait accompagner, conseiller, orienter, ou alors justement des personnes extérieures au cercle familial qui pouvaient être un éducateur, un enseignant, un psychologue, quelqu'un d'extérieur qui à un moment donné va transmettre des ressources et accompagner l'enfant. Et donc si on le ramène au cadre de l'entreprise ou au cadre même pour des adultes, effectivement je suis résilient parce qu'à un moment donné je vais faire une rencontre et cette rencontre va m'inspirer, cette personne va peut-être tout simplement m'écouter ou va peut-être pouvoir m'orienter, me guider. Et donc à la fois il y a des variables qui sont intrinsèques, qui dépendent de nous, et aussi bien évidemment ça dépend aussi de l'autre. Mais là, on est dans un contexte un petit peu particulier parce qu'on est
enfin, notre situation, le contexte n'est pas favorable aux rencontres, Ouais. de par le télétravail, il y a eu le confinement, le couvre-feu, donc les opportunités de rencontre sont quand même de moins en moins faciles. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est toute la particularité de cette crise, hein, c'est qu'effectivement, il y a des couvre-feux, on est confinés. C'est pour ça que on va dire que la chance dans notre malheur, c'est que on a quand même des outils qui sont à notre disposition. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter, même si c'est moins agréable, que c'est moins, on est moins habitué. Mais là, vous voyez, par exemple, on s'adapte au contexte et on enregistre cette conférence. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter par le téléphone, par la visio, pour essayer quand même de créer un maximum de liens. D'autant plus, même si on n'en ressent pas forcément le besoin, mais pourquoi pas d'anticiper ces moments qui peuvent être un petit peu difficiles. Et ce qui est particulier sur justement cette crise-là, par rapport, tu expliquais effectivement la notion de résilience par rapport à ces enfants qui ont subi des maltraitances, etc., et qui ont pu à un moment donné rencontrer des adultes sur lesquels ils se sont appuyés pour justement enclencher ce processus de résilience. Donc des adultes qui n'ont pas vécu en fait la même chose que ces enfants. Nous ici, en fait, au niveau mondial, pour le coup, on vit tous la même chose, c'est-à-dire qu'on est tous vraiment dans le même bateau. Donc là, comment du coup, comment le processus de résilience se met en place en s'appuyant, parce que on va s'appuyer sur des personnes qui vivent aussi en fait la même situation que nous, alors peut-être différemment, qui vont être touchées peut-être différemment, mais finalement, on vit tous la même crise en fait. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, je ne sais pas si dans les études, en tout cas, il est peut-être que les adultes qui ont accompagné ces enfants, peut-être qu'ils ont vécu la même chose ou pas, ou peut-être qu'ils ont vécu des situations qui peuvent s'en rapprocher ou encore même différentes. Donc là-dessus, on ne sait pas trop. En tout cas, à un moment donné, ils sont ressources pour l'enfant. Effectivement, là, on est tous dans le même bateau, on va dire. Cependant, comme tu le soulignes, chacun va vivre une situation différemment en fonction de son histoire et en fonction de ses ressources. Et c'est là où je pense vraiment que aller à la rencontre de l'autre, échanger, partager, exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit, des fois même se retrouver autour d'une souffrance commune, des fois ça peut être rassurant de se dire « Ah ouais, il n'y a pas que moi qui le vis comme ça, par exemple. » Tu vois, ça peut être par exemple déculpabilisant. Et déjà, se libérer de la culpabilité, c'est quelque chose de très fort. D'où la nécessité de pouvoir en discuter avec ses collègues ou avec ses amis. Et puis, il est possible que, quand bien même nous soyons dans le même bateau, eh bien, au regard de nos vies qui sont différentes, il est fort possible que, en échangeant sur les difficultés que j'ai, eh bien, quelqu'un puisse, me donner des conseils ou par son écoute ou m'orienter pour essayer de trouver des solutions. Et puis, pourquoi pas, moi aussi, à mon tour, lui être ressource parce que je vais certainement pouvoir lui apporter quelque chose. Oui, tout à fait. Il y a un échange, en fait, d'échange de bons procédés, entre guillemets. Voilà, exactement, c'est ça. Et quand bien même on est dans le même bateau, au final, on va avoir une représentation de la crise qui est différente. On va avoir une représentation de l'épreuve qui est différente. Ça, c'est vraiment important de le souligner. D'où la nécessité, d'autant plus dans ces périodes-là, d'essayer de fluidifier et favoriser un maximum la rencontre avec l'autre. D'accord. Ça implique un petit peu de mettre de côté son ego pour pouvoir réussir à partager et avouer certaines faiblesses ou ouais, exactement. Choses. C'est vrai que c'est difficile, hein. Moi, je rentre de vacances et pour rien de vous cacher, j'étais un peu angoissé à l'idée de rentrer, quoi. et voilà, pour essayer de réguler un peu cette angoisse, j'ai appelé un ami et je lui en ai un petit peu parlé. Ça m'a fait du bien, tout simplement. Et voilà, son écoute, sa bienveillance. Là, il m'a pas donné à proprement parler d'outils ou de choses comme ça, mais le simple fait d'être écouté, d'être reconnu, d'être considéré dans ce petit moment d'angoisse que j'avais à l'idée de rentrer dans une période, en métropole où on est confiné, etc. Déjà, ça a été salvateur pour moi et ça m'a aidé à anticiper peut-être quelque chose qui aurait pu être un peu plus difficile si je l'avais laissé de côté. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, je crois qu'il m'arrive parler. Oui. Et oui, et que conseilles-tu aux personnes qui n'osent pas justement s'exprimer dans ces cas-là? Parce que c'est toujours difficile d'exprimer sa douleur, de la communiquer, même si on est en groupe. Ouais, c'est sûr. Alors, si effectivement, des fois, dans le cadre de l'entreprise, ça peut être un petit peu compliqué, mais peut-être que dans le cadre personnel, ça peut peut-être être plus simple. Et si effectivement, on n'a vraiment pas de personnes auprès de qui s'adresser, pourquoi pas l'écrire,
tout simplement. Le processus d'écriture, c'est simple, mais ça nous permet tout simplement voilà, d'évacuer, d'accoucher sa pensée, et puis voilà, de libérer un certain nombre de choses si on n'a pas d'interlocuteur. Mais je pense que si on cherche un peu, on peut trouver quelqu'un quand même. C'est sûr. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas, c'est qu'on n'osait pas, en fait. Ouais, la différence, elle est là, en fait. C'est plus une personne introvertie, réservée, qui n'arrive pas à sortir ses émotions. Oui, c'est ça. Après, l'idée, c'est pas de faire une psychothérapie. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais en termes de résilience, il y a toujours l'aspect émotionnel. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le simple fait d'appeler une amie ou un ami et de lui dire « Oh, j'ai pas trop le moral », sans forcément chercher à tout raconter, bon, bah, la personne, elle va vous poser 2-3 questions. Et puis, le simple fait d'avoir quelqu'un au téléphone, la relation à l'autre, ça peut nous aider à ce moment-là, quoi. Clairement. Et donc, justement, je voulais revenir sur ce point, sur cette notion de résilience. Donc, si on parlait de matériaux, hein, sur cette analogie des matériaux, s'il y a résistance, bah, naturellement, il peut y avoir rupture. Donc, ça veut dire que la question de la résilience, ce n'est pas quelque chose d'absolu. En fait, on peut être résilient à un moment donné de sa vie et on peut être plus vulnérable à un autre moment. Pour ça, je voudrais vous parler de 2 exemples de personnalités célèbres qui ont souvent été cités comme étant très résilients, comme Bruno Bettelheim et Primo Levi. Toutes ces 2 personnes, en fait, moururent par suicide bien des années après avoir survécu à un camp de concentration nazi. En fait, cette expérience de rescapé de camp a pu démontrer que sur une période donnée, ils ont pu mettre en place un processus de résilience qui, malheureusement, plusieurs années plus tard, n'a pas empêché le suicide. Donc ça, c'est aussi vraiment important, là encore, dans un processus de déculpabilisation, c'est que la résilience ne doit pas être confondue avec l'idée d'une résistance invulnérable, en fait. En fait, on peut être résilient à un instant T et présenter des failles à un autre moment. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Parce que des fois, on peut avoir tendance à s'enfermer dans un rôle qui n'est pas forcément le sien, où on peut être effectivement très résilient et très fort, et puis avoir besoin d'aide ou d'une écoute à un autre moment. Ça vous paraît clair là-dessus ? Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, ce n'est pas parce que on se sent bien à un moment donné qu'on n'aura pas un petit coup de mou à un autre moment, et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas en avoir honte et il faut l'accepter. C'est normal, c'est logique. Oui, tout à fait. Vous savez, la résilience, donc comme je disais, c'est pas quelque chose d'absolu, mais c'est un peu comme la confiance. Hein. Je peux avoir confiance, par exemple, dans mon collaborateur, mais ma confiance, elle n'est pas forcément absolue. Je peux lui faire confiance sur tel type de tâche et peut-être que j'ai moins confiance sur tel autre. Vous voyez, je peux avoir confiance sur mon enfant quant au fait qu'il arrive à l'heure. Peut-être que j'aurai moins confiance en lui si je laisse traîner un paquet de gâteaux ou de bonbons pour qu'il ne le mange pas. Très bel exemple. Voilà. Vous voyez, donc la résilience comme la confiance, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est important. Donc juste pour résumer, la résilience n'est pas absolue, c'est-à-dire que nous sommes pas capables de faire face tout le temps et dans tous les contextes. La résilience se fait grâce à la relation à autrui, comme le démontrent les travaux fondateurs menés dans les années 70 sur ces enfants. Voilà, donc ça c'est vraiment ces 2 points qui sont importants à retenir, et bien évidemment la petite définition, là vous pouvez lire. J'aimerais passer, si vous le voulez bien maintenant, à rentrer de manière un peu plus opérationnelle sur, ok, là c'est bien, on a donné des définitions, on était un petit peu large, là on va commencer à réduire un petit peu l'entonnoir, et on va rentrer dans justement la résilience, une compétence cognitive à part entière. Donc là on va rentrer un peu plus dans un champ de la psychologie que je connais, que je maîtrise beaucoup plus, qui est la psychologie cognitive, hein, bien évidemment. Et c'est notamment le chercheur Lucchini en 1998 qui a voulu mettre l'accent sur la dimension cognitive. Donc la cognition, c'est les processus mentaux, la manière dont ma mémoire, mon attention fonctionnent. Et donc la dimension cognitive de l'interaction entre un individu et son contexte. En gros, la résilience, c'est comment moi, Florent, je vais interagir et je vais m'adapter à mon environnement. Et pour lui, en fait, et là j'en viens à mon schéma, alors le schéma comme ça, il peut paraître compliqué, mais en fait, il est très simple à comprendre. Pour lui, il faut distinguer les notions d'habilité, de capacité et de compétence que développe la psychologie cognitive. Alors vous voyez là sur le petit schéma, si vous voyez sur ma flèche, pour devenir compétent, hein, pour développer cette compétence de résilience, dans un premier temps, il va y avoir les habilités. Donc les habilités s'appliquent à ce que l'individu sait faire. Okay, ce que tout à chacun d'entre nous, nous savons faire dans certaines situations. Ensuite, il va y avoir les capacités. Donc les capacités s'acquièrent par l'exercice de ces mêmes habilités.
dans des tâches qui font sens, hein, par exemple. Ensuite, à force de les répéter, ça va devenir automatique. Et après, naturellement, je vais devenir compétent. Et donc, ce schéma, hein, qui est le processus d'acquisition d'une compétence, eh bien, on va y venir notamment sur la question de la compétence émotionnelle. Il y a juste ce que je sais faire, déjà, naturellement, ok, avec l'habilité. Il y a les capacités, donc quelque chose que je vais commencer à découvrir un peu plus et à répéter et que je vais finir par automatiser pour ensuite devenir compétent. Ça va jusque-là? Oui, très bien. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans le détail de ce schéma, hein, puisqu'il est un peu, voilà, ce qui nous importe là-dessus, là, c'est comment je deviens compétent, hein, et comment la psychologie cognitive, notamment par ce schéma, nous le démontre. Dans la résilience, il y a plusieurs capacités, il y a plusieurs ressources qui sont mises en œuvre, et elles peuvent notamment s'observer chez les personnes qui ont mis en place un processus de résilience. Donc les capacités cognitives, hein, la capacité à raisonner, à réfléchir, à retenir, d'accord ? La stabilité émotionnelle, que vous voyez ici, la santé et les forces physiques, d'accord, la compétence sociale, hein, comment je crée du lien avec l'autre, la motivation et la foi. Bon. Chacune vraiment de ces ressources mériterait qu'on puisse passer des heures dessus, ce serait passionnant d'en discuter, mais moi j'aimerais approfondir l'une des ressources qui est présentée, qui est mobilisée dans le processus de résilience et qui est la stabilité émotionnelle. Et en ce qui me concerne, pour de stabilité émotionnelle, on va appeler ça la compétence émotionnelle. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la compétence émotionnelle. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de ce terme ou pas? Oui. Oui. Ok. Donc ça a été pas mal étudié, hein, par de nombreux laboratoires. Alors cette définition, je trouve qu'elle est très pertinente, de Delphine Nellis. Les compétences émotionnelles désignent sa capacité à identifier, comprendre, exprimer, utiliser ses émotions et celles d'autrui. Et elle joue donc un rôle essentiel dans la santé mentale et physique, mais aussi dans la performance au travail et dans les relations sociales. Donc, ça part de moi, de ma capacité à identifier, à comprendre, à exprimer ce que je ressens, ce que je vis, d'accord ? Pour le mettre au service d'une bonne santé mentale et d'une santé physique, et ensuite, pour être plus efficace au travail et dans mes interactions et mes relations avec les autres. Ça va jusque-là? Oui. Ouais. Et donc, si on parle de compétences émotionnelles, naturellement, il faut parler d'émotions. Alors, c'est un vaste sujet, la littérature et les scientifiques et les chercheurs ne sont pas toujours d'accord. Mais bon, je vais vous proposer un focus assez rapide sur la question des émotions. Déjà, dans un premier temps, de distinguer le sentiment de l'émotion. Alors, le sentiment se distingue de l'émotion par sa cause qui est un petit peu plus complexe, par notamment la durée qui est un petit peu plus longue et le ressenti, l'intensité qui est plus basse. On va dire qu'en fait, le sentiment, c'est plutôt considéré comme une dimension un peu plus subjective de l'émotion. Pour Damasio, donc ce grand chercheur, les émotions deviennent des sentiments lorsque l'individu établit une relation entre de cause à effet entre les réactions de son corps et les réactions et les raisons de ces transformations. Je m'explique. Imaginons que je me dispute avec un collègue au travail, d'accord ? Ce que je vais ressentir pendant une courte période, hein, d'accord, ça va être par exemple de la colère. Ok, on règle comme on peut le conflit, et puis après je rentre chez moi, et puis pendant tout le dîner j'y repense, et puis avant de dormir j'y repense, et puis peut-être même certains, des fois on peut en rêver, puis je me réveille le matin, j'y repense encore, etc. Vous voyez? Donc l'intensité va être moins importante en termes de ressenti, mais ça va s'inscrire un petit peu plus dans la durée. Donc là on va basculer tout doucement dans le sentiment. Vous voyez? Et donc derrière il y a l'émotion. Et donc, tout à l'heure, Marie, tu me disais qu'effectivement, des fois, c'est un peu dur d'exprimer ses émotions. Je pense qu'on a des fois du mal à exprimer ses émotions parce qu'il y a une forme de tabou derrière ça. Alors que tout ce qu'il y a de plus naturel, et c'est surtout tout ce qu'il y a de plus scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans mon cerveau qui sont activées quand je ressens certaines émotions. D'accord ? Ce n'est pas une construction de l'esprit. Et effectivement, mon corps peut aussi contribuer à l'émergence de certaines de ces émotions. Alors là, vous voyez un peu les 6 émotions de base qui ont été développées par le chercheur Paul Ekman. Ensuite, Ekman en a développé 16 autres. Et ces émotions, en fait, elles ont un sens. Et elles permettent tout simplement à l'individu de s'adapter à son environnement et de générer un comportement. Ça, c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de comportement sans émotion. Et donc, être résilient, c'est bien évidemment être acteur. Et donc, il faut bien évidemment tenir compte de ces émotions pour pouvoir agir dans une situation difficile. Ça veut dire que si j'inhibe mes émotions, si je les mets de côté, eh bien, si je ne les écoute pas,
bah, naturellement, je ne serai pas compétent émotionnellement. Et puis derrière, il est même possible que j'ai un comportement qui soit contre-productif et qui aille à l'encontre de ce qui pourrait m'aider dans une situation difficile. Vous voyez ce que vous me suivez? Florent, il n'est pas toujours évident de mettre un mot derrière son émotion. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se sent peut-être pas en forme, entre guillemets, mais de là à dire que c'est de la peur, de la colère, c'est pas toujours évident. Tout à fait, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça, alors là, tu me fais une transition parfaite, hein, je te remercie. C'est qu'effectivement, c'est une compétence à part entière. Et là, donc là, on rentre vraiment dans le cœur des compétences, des compétences émotionnelles. Et donc, bah, l'une des premières compétences, c'est identifier ses émotions pour mieux les comprendre et les réguler. Et donc, comme tu l'as très justement souligné, des fois, on a du mal à dire « j'ai peur, je suis triste, je suis en colère ». Parce qu'en plus, des fois, ça coexiste. C'est ça qui est compliqué des fois avec les émotions, c'est que c'est rarement juste une émotion. Il y a ce qu'on appelle une coexistence émotionnelle. Hein. Ça a été pas mal travaillé, ça aussi. On peut, par exemple, je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un que vous aimez. Vous voyez, par exemple, la résilience se pose la question dans le cadre d'un décès, par exemple. Comment je suis résilient face à la disparition de ceux que j'aime? Eh bien, vous voyez, au bout d'un certain temps, quand la douleur est un peu moins présente, il est possible que quand vous vous rappelez au bon souvenir de cette personne, eh bien, vous ayez un peu de tristesse, mais en même temps, vous avez le sourire aux lèvres. Parce que vous vous rappelez comme il était marrant, comme il était doux. Et donc, vous voyez, il y a cette espèce de coexistence. À la fois, il y a de la tristesse parce que celui ou celle que j'aimais eh bien, n'est plus là. Et puis, en même temps, il y a le souvenir positif de qui il était, de ce qu'il faisait. Vous voyez, cette coexistence-là, elle est très présente. Et c'est ça qui fait que des fois, ça devient un peu compliqué de l'exprimer. Mais un truc qui peut nous aider justement comme compétence à part entière, c'est apprendre à être à l'écoute des indices physiques qui traduisent les émotions. Vous savez, des fois, quand je suis en colère ou quand je suis triste ou quand j'ai peur, ben, ça va se traduire dans mon corps. Vous voyez, je peux avoir le cœur qui bat, je peux avoir les épaules qui se tendent, etc. Et donc, orienter l'attention vers ces ressentis physiques, c'est un travail. Il faut s'entraîner à cela. Et plus je vais être en capacité d'évaluer les indices physiologiques, les indices physiques, plus derrière, qui sont directement observables, hein, qui sont concrets, tangibles, plus naturellement, je vais pouvoir tout doucement commencer à pouvoir exprimer soit mes émotions, soit mes sentiments. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Bérangère? Oui, je te remercie, Florent. Si je comprends bien, il ne faut pas à tout prix vouloir cacher ou nier ces émotions négatives, mais plutôt les accepter pour pouvoir ensuite peut-être les transformer en quelque chose de plus positif, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, je ne sais pas si une émotion positive, on la transforme. En tout cas, elle va nous permettre de nous adapter à notre environnement. Et effectivement, plus tu vas être à l'écoute des indices physiologiques de ces émotions négatives, plus tu vas pouvoir les nommer. Et surtout, plus tu vas les réguler. Parce que si, tu sais, c'est un peu comme quand tu mets la poussière sous le tapis. Hein. Bon, tu peux le faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais à la fin du mois, on va dire, écoute, tu veux pas passer un peu l'aspirateur chez toi? C'est sympa, mais faut pas déconner. Ou alors, il suffit qu'il y ait les enfants qui se prennent les pieds dedans et il y a un nuage de fumée, un nuage de poussière qui apparaît, quoi, tu vois. Et donc, l'analogie avec les enfants, ça peut être, bah voilà, un problème qui arrive et qui va, voilà, faire tout exploser. Donc, je dirais que en fait, quand on parle d'émotions positives et émotions négatives, j'ai envie de dire que c'est qu'une valence, vous voyez que c'est un peu comme sur une pile, le plus et le moins. Ils ont tous les deux une utilité. Vous n'allez pas dire, moi, je veux que le plus de la pile. Bah, c'est pareil pour les émotions. En fait, la colère, la tristesse, la peur, la joie, c'est valencé négativement, mais ça a une utilité parce qu'elle permet de m'adapter à mon environnement. Heureusement que j'ai peur dans certaines situations de danger. Quand mes valeurs sont heurtées, heureusement que la colère est présente pour que je puisse l'exprimer. Quand je suis triste, bah, c'est souvent parce qu'une situation est terminée ou qu'une personne, je ne suis plus en relation avec elle. Heureusement qu'elle est là pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et donc, pouvoir identifier ces ressentis physiques, pour pouvoir derrière, dans l'éventualité, mieux les exprimer, c'est déjà contribuer à être plus compétent pour les réguler. Mais dans ce cas, il faut avoir, parce qu'effectivement, pour pouvoir identifier ces émotions et notamment peut-être plus les émotions dites négatives, est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une certaine confiance en soi pour accepter, par exemple, la tristesse, la peur? C'est des émotions qui sont, alors j'ai envie de dire, à connotation négative. Est-ce qu'elles sont vraiment négatives? J'en sais rien, mais en tout cas, à connotation négative. Elles sont inconfortables, c'est tout. Mais elles sont aussi utiles que la joie. Voilà.
Mais du coup, effectivement, c'est plus facile de dire je suis content que de dire j'ai peur. Et le fait de dire j'ai peur, ça nécessite d'avoir une certaine confiance en soi, peut-être en l'autre aussi quand on l'exprime à l'autre. Et ça, c'est pas forcément simple. Du coup, Oui. comme disait, ça se rejoint à ce que disait Marie tout à l'heure. Hein, c'est pas toujours évident pour certaines personnes de pouvoir d'exprimer ses émotions en fait. C'est certain, ouais. Je pense que c'est compliqué, mais c'est pour ça que si on lève le tabou de l'émotion, eh bien, je pense qu'en fait, au-delà même de la confiance, je pense que c'est la culpabilité ou le tabou qui peut y avoir derrière ces émotions un peu négatives. Vous savez, on prend des cours d'orthographe, de maths, de grammaire, de géographie à l'école. Je pense qu'on devrait prendre des cours de cerveau, quoi. Vous voyez? Et prendre des cours de cerveau pour juste comprendre que notre cerveau, en fait, et notre corps, hein, et la relation entre le corps et le cerveau, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel de ressentir ces émotions. Donc, rentrer dans un processus de déculpabilisation de ces émotions négatives, eh bien, naturellement, si je les déculpabilise, j'ai plus de facilité à pouvoir les exprimer. Et derrière, je suis d'accord, effectivement, ça va nourrir la confiance que j'ai en moi. Mais des fois, je pense qu'on a même du mal à exprimer les émotions positives. Hein. Alors, c'est peut-être nous, les hommes, je ne sais pas. Mais des fois, on a un peu plus de mal à exprimer « Ah, je suis heureux, je suis joyeux, j'ai du plaisir à être avec toi. » Ah là, on passe un bon moment, on kiffe, etc. Et donc là, je vous ai donné l'exemple d'identifier les indices physiologiques des émotions négatives, mais aussi identifier les indices physiologiques des émotions positives, c'est vachement important. Je vois le temps qui file, c'est très intéressant, mais ça passe très très vite. Il y a Marie qui avait une question, je crois aussi. Oui, parce que sans parler de tabou ou de culpabilité par rapport à ces émotions, c'est aussi de ce que pense l'autre en fait qui fait peur, je pense. Bien sûr. Parce que sans penser à soi, effectivement, on a l'émotion, on le ressent, mais en fait, de le dire, ça peut choquer l'autre personne, ça peut la mettre dans une situation d'inconfort. Ouais. Voilà, d'inconfort aussi. C'est ça C'est pour ça en fait, de sortir ses émotions. Ce n'est pas toujours simple, parce que l'autre est dans une situation d'inconfort, comme tu dis. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je pense que déjà, si tu arrives à les nommer, à les évaluer te concernant et que tu les verbalises à une personne de confiance, c'est très bien. Si maintenant tu vois que ton interlocuteur n'est pas en capacité de pouvoir accueillir ce que tu vis, là, effectivement, je ne pense pas que ce soit utile. Il faut choisir son interlocuteur le cas échéant. Mais j'entends. Mais comme tu disais, justement, la résilience, c'était bien d'être en groupe, justement, de l'exprimer à plusieurs. Mais justement, quand tu es à plusieurs, c'est tout à fait pas possible dans le sens, comme tu dis, il faut vraiment le faire avec une personne qui va comprendre. C'est ça, ouais. Parce que dans un groupe, c'est jamais aussi simple. Ah oui, on est d'accord. C'est pour ça que, en fait, quand je disais à plusieurs, c'était pas vraiment à plusieurs, c'était avec l'autre. Oui, avec l'autre, d'accord. Avec l'autre, ça peut être une personne, plusieurs. Après, voilà, si on a la chance d'avoir plusieurs personnes qui nous aident, c'est tant mieux, quoi. Mais si on n'en a qu'une, il faut aller la chercher, quoi. Quelquefois, une suffit. Hein. Exactement, une se suffit amplement, tout à fait. Une suffit amplement. On va poursuivre je t'en prie. Donc, toujours dans cette compétence d'identifier ses émotions pour mieux les comprendre, c'est comprendre et apprendre à identifier les causes de l'émotion. Hein, ça aussi, c'est important. Vous voyez, des fois, on peut se lever un peu patraque, on peut avoir mal au ventre, mal à la tête. Et il y a des travaux qui ont démontré que, par exemple, les douleurs de tête favorisaient plus facilement l'expression de la colère. Eh bien, être à l'écoute de ces indices physiologiques-là, ça va me permettre de me dire, OK, voilà, je sens que je suis en tension, entre autres à cause de cela, et pas simplement parce que j'ai eu une difficulté de communication avec un collègue ou autre. Vous voyez, donc vraiment identifier les causes, ça c'est vraiment important. Une deuxième compétence qui est d'acquérir et mettre en pratique des stratégies biocomportementales de régulation des émotions. Alors c'est un bien grand mot, biocomportemental. En fait, c'est important de comprendre qu'en fait, le rôle du corps dans la gestion des émotions et plus particulièrement la relation qui existe entre le corps et le cerveau. L'exemple que je viens de vous donner, je me lève, j'ai un peu mal à la tête, eh bien c'est ces maux de tête qui peuvent favoriser peut-être une colère un peu plus exacerbée, j'ai mal au ventre, une douleur dans le dos, etc. Ou au contraire, je suis très détendu au niveau des épaules, très relâché, ça va plutôt favoriser des émotions positives, etc. Donc il y a une vraie relation entre le corps et l'esprit, hein, et déconstruire la croyance que c'est juste mon cerveau qui agit sur mon corps. Hein. C'est bien plus complexe que ça.
Voilà, donc ça c'est un point qui est important. Un autre point aussi qui est important dans ces stratégies biocomportementales, donc chez Manutan Collectivité, il y a des séances de relaxation qui ont été mises en place. Je crois même que des sophrologues sont déjà venus. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer que scientifiquement parlant, la respiration a été validée comme étant efficace dans la régulation des émotions. Alors, ça, il y a différents types de respiration, je n'entrerai pas dans les détails. Mais effectivement, acquérir ce petit skill, cette petite compétence de respiration, ça peut déjà directement m'aider à contribuer à réguler mon état émotionnel. Voilà, même en sophrologie, il y a des exercices où on bouge le corps, etc. Donc un peu sensorimoteur. Moi, dans le cadre de ma thèse, comment les mouvements de boxe peuvent agir sur la cognition et des stratégies biocomportementales dans la régulation des émotions pour être plus compétent au niveau de ces émotions. Et puis, on le dira jamais assez, l'activité physique. Hein, tout simplement, pas besoin d'avoir une activité sportive de très haut niveau, mais une activité physique régulière, marcher, se mettre régulièrement en mouvement, ça contribue à rentrer en relation avec son corps et directement mieux derrière réguler son état émotionnel. Et la dernière stratégie, la dernière compétence, pardon, qui est de mettre en place des stratégies cognitives et attentionnelles. Alors, il y a une stratégie qui fonctionne très très bien en termes de compétences, c'est la réévaluation cognitive. Réévaluer une situation, par exemple. Vous voyez, j'ai eu un conflit avec un collègue, par exemple. Et bien voilà, au lieu de rester sur ce conflit, etc., et bien par la réévaluation cognitive, qui est une technique de réévaluation, je vais peut-être pouvoir me mettre, tout simplement, prendre un peu de recul par cette stratégie et comprendre, appréhender la situation différemment. Je vous invite à vraiment regarder ce qui se fait. C'est pas très compliqué à mettre en cette stratégie de réévaluation cognitive. Une autre stratégie vraiment intéressante qui est la dissociation. Vous savez, on dit tout le temps, prendre du recul, prendre de la hauteur. Et bien là, il est possible, pareil, par des stratégies cognitives, par le cerveau, de passer d'une situation d'acteur à spectateur. Hein, on peut imaginer la problématique sur un écran, par exemple, pour pouvoir le mettre à distance. Et enfin, l'imagerie mentale, utiliser des images que l'on fait avec le cerveau pour aller chercher des ressources positives, hein, des souvenirs par exemple, ou encore, vous savez, des fois on peut avoir des entretiens ou des prises de parole qui peuvent être un peu stressantes, et ben on peut se projeter par l'imagerie mentale pour générer de l'habituation, pour s'habituer en fait tout simplement à cette situation un petit peu stressante et réduire l'anxiété qui est associée à la situation. Alors, vous l'avez compris, là, je vous ai présenté assez rapidement ces différentes compétences, mais pour que derrière, pourquoi pas, vous puissiez vous renseigner, aller chercher, d'être là proactif le cas échéant, pour pouvoir développer et acquérir individuellement ces pratiques pour renforcer justement votre capacité à être résilient. Ça va jusque-là? C'est parti, merci. Oui. Super. N'hésitez pas, s'il y a besoin, je précise. Alors là, effectivement, je vous ai parlé des compétences émotionnelles, ces compétences intrinsèques à développer. Et alors là, l'idée, c'est de vous sensibiliser. Hein. Bien évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails au travers de cette petite conférence. Mais ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est ce lien, justement, la question du lien, et du dialogue au service de la résilience dans l'entreprise. Alors chez Sensei, on est et puis on en a un petit peu discuté avec Aurélie et Bérangère, hein, on en avait pas mal parlé. Nous pensons vraiment que la mise en place de ce qu'on appelle une gymnastique psychosociale, c'est-à-dire en fait un ensemble de pratiques rituelles et durables qui contribuent à favoriser l'empowerment d'un individu. Alors l'empowerment, c'est la conscience de soi, la lucidité, la confiance que je peux avoir en moi, le sens que je mets à ce que je fais, l'autonomie, qui permet aussi de favoriser l'ouverture à l'autre, le dialogue et la confrontation constructive ainsi que la coopération. Alors, donc tout ça, ça passe effectivement qu'il faut tout simplement investir un petit peu de temps pour justement mettre en place des activités ritualisées. Alors, je prends l'exemple de la relaxation, si vous me permettez, que vous avez mis en place. Pour moi, ça, c'est un rituel très intéressant, alors qui est très intrinsèque, mais qui fait aussi les gens se rencontrer. Hein, après la séance de relaxation, un peu avant ou après, on va un petit peu discuter. Et bien voilà, ce rituel fait qu'on va se retrouver autour de ce moment, ce moment commun. Ça nous permet aussi tout simplement de pouvoir faire un petit moment réflexif, introspectif, prendre du temps pour soi, se regarder, tant sur sa pratique professionnelle que sur la réaction qu'on a pu avoir sur telle et telle situation, et aussi derrière pour pouvoir tout simplement se projeter dans l'action et mettre en place tout simplement au mieux les projets à venir. Donc, on pense vraiment qu'entre autres que le temps et les efforts qu'on va consacrer à cette forme d'hygiène organisationnelle, en quelque sorte, va directement contribuer à développer la résilience, l'adaptabilité, la vitalité et puis, in fine, la performance de l'organisation, de l'entreprise.
Et ça mise en fait cette gymnastique psychosociale mise simplement sur la diffusion et l'agencement pertinent de ces pratiques. Ouais, le fait de régulièrement se rencontrer, de favoriser la confrontation positive, mettre en place voilà, des ateliers d'entraide, notamment par exemple pour les nouveaux arrivants, ou si on a besoin d'être challengé sur un projet, etc. Ou encore la co-construction. Et au travers de la co-construction, je peux faire un petit focus très rapide sur ce qu'on appelle le co-développement. Hein. C'est une technique qui vient du Québec. Et puis, lorsque l'on a besoin, par exemple, voilà, on rencontre des difficultés sur un projet, ou on a besoin, au contraire, de bénéficier de l'intelligence collective, eh bien, au travers d'une méthodologie donnée, eh bien, je viens avec mon sujet et à travers une méthode vraiment précise, très bienveillante, eh bien, on peut bénéficier de l'intelligence de tout le monde pour résoudre tout simplement ses problèmes ou être challengé sur sa problématique et trouver des solutions. Donc vraiment cette gymnastique psychosociale hein, qui nécessite d'être pratiquée régulièrement, tout simplement pour pouvoir justement trouver une certaine harmonie au sein du collectif et puis tout simplement développer une capacité de résilience un peu plus collective, là, le cas échéant. Voilà pour cela. Là, vous avez quelques références, si ça vous intéresse, sur lesquelles que j'ai lu pour développer cette petite introduction à la résilience. Merci Florent. Merci de votre écoute. Laurent, en un mot, pour conclure, comment on pourrait conclure cette conférence? Ouais, alors ce que je dirais, c'est que déjà la résilience, on a tous ces capacités en nous, d'accord? On a déjà des capacités qui nous sont propres, intrinsèques, et c'est toujours intéressant de prendre conscience en regardant un petit peu en arrière de toutes ces fois où on a été résilient. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire face aux épreuves, aux difficultés. Ça renforce l'estime que l'on a de soi-même. Donc, je vous dirais, faites ce petit exercice réflexif, introspectif. C'est toujours intéressant de se dire, ouais, mais j'ai su être résilient au travers de ma vie. Plus globalement, l'humanité a été résiliente et a traversé des crises comme celle-ci, peut-être même encore plus grandes. Et que vous avez encore la possibilité, au travers notamment de la compétence émotionnelle ou de cette gymnastique psychosociale, de développer intrinsèquement parlant, donc personnellement, mais aussi en groupe, de développer et d'acquérir de nouvelles compétences pour être un peu plus résilient.